La France a des traditions assez anciennes d'être intermédiaire dans des conflits et je me rappelle qu'il y avait un ordre illégal de Saakashvili de bombarder le président de l'Ossétie du Sud et je sais que les présidents français et M. Macron et ses prédécesseurs participaient au format de Normandie et ensuite des accords de Minsk. Mais oui, il faut dire que les accords étaient une étape importante dans ces efforts, mais cela s'en est arrêté là. Ensuite, le Conseil de sécurité de l'ONU avait approuvé ces accords, mais ni la France, ni l'Allemagne, ni les autres n'ont rien fait pour que l'Ukraine mette tout ceci en œuvre. Ils ont commencé à dire que ce n'était pas à l'Ukraine, mais à la Fédération de Russie de mettre cela en œuvre et qu'il ne pouvait pas y avoir de dialogue direct entre Kiev et Donetsk et Kiev et Lugansk, car tout ceci n'est qu'un paravent et c'est la Fédération de Russie qui est fautive. En réalité, nous essayons de convaincre nos partenaires français et allemands, nous montrions les textes du Conseil de sécurité, les résolutions où il était marqué que toutes les questions du règlement du conflit devaient être vues en concertation avec les autorités de Donetsk et de Lugansk. Mais cela n'avait pas aidé. Le président Macron a déployé plusieurs initiatives. Il avait été en contact à plusieurs reprises avec le président Poutine par téléphone. Et je pense que là, il est en train de lui parler au téléphone pendant que nous parlons ici. Et nous ne serons que ravis si la France, cette fois-ci, aidera à arriver aux accords qui s'appuieraient sur les principes concertés de l'OSCE et sur les principes des relations internationales en général. Mais quand le président Macron avait prononcé son discours et j'avais réagi, il avait dit que le néonazisme en Ukraine, c'était un mensonge. Et si c'est un allié qui dit ça, ne pas voir la similitude avec ce qui se passe en Ukraine et vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis des Russes, les déclarations agressives et les défilés au flambeau et des crimes idéologiques, notamment dans le Donbass. Et quand le chancelier Scholz, qui est le partenaire de la France pour l'ex-format de Normandie, si je comprends bien maintenant, et quand il disait que ça fait vraiment rire quand on entend parler du génocide en Ukraine, ce n'est pas très agréable de l'entendre dire par l'Allemagne. Si nos collègues allemands ne reconnaissent pas ces signes, ces similitudes, et la situation est grave, avait dit le chancelier Scholz. Nous n'avions pas vu ceci depuis 75 ans. Mais l'ex-Yougoslavie, est-ce que nos collègues allemands étaient endormis et n'avaient pas vu ce qui s'était passé en Yougoslavie? Donc, à chaque fois, dans nos discussions, nous nous heurtons au double standard. Et cette idée comme quoi ce que vous faites, c'est bien, englobe tout, c'est-à-dire vous pouvez punir et avoir des verdicts quand cela vous arrange et ne pas participer à ce qui ne vous arrange pas. Et quand nous disons que c'est l'Occident et les États-Unis qui sont ici impliqués et vous dites la paix et l'indépendance, c'est le plus important, donc c'est une sorte de dictature, ni démocratie, ni fraternité, ni égalité. En Fédération de Russie. Et pour les efforts
du président Macron les efforts de médiation. Nous l'avons dit, nous le redisons, nous les saluons. Et le président Poutine avait à plusieurs reprises expliqué comment il voyait les possibilités du règlement. Et si le président Macron peut aider à convaincre le président Zelensky pour pas qu'il s'élance entre l'OTAN et l'Union européenne, là, on pourra en parler. Deuxième question. L'Union européenne envoie les armes en Ukraine. Est-ce que c'est un risque du début de la guerre nucléaire? Réponse. Ce n'est pas nous qui commençons à parler de la guerre nucléaire. C'est notamment votre ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, qui avait rappelé que la France avait l'arme nucléaire. Et Zelensky en a parlé, Stoltenberg en a parlé. Si nécessaire, nous metterions l'arme nucléaire encore plus près de la Fédération de Russie. Et Mme Truss de Londres se disait prête à la guerre entre l'OTAN et la Russie. Ce ne sont pas les conversations que vous pouvez utiliser pour nous accuser de ce mal en plus. Je souligne le sujet de la guerre nucléaire ou de la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas nous qui soulevons ce sujet, mais ce sujet est exploité pour alerter la population et envenimer la russophobie. Vous voyez que les Russes sont persécutés dans le sens où on ne leur laisse plus la possibilité de participer à des compétitions sportives ou événements culturels. Moi, je pense qu'il s'agit ici d'une concurrence malsaine et malhonnête et dans le domaine du sport et dans le domaine des arts et dans d'autres domaines de l'activité humaine. Et donc, je dirais que c'est malhonnête, ce n'est pas honnête. Donc, nous attendons que l'Occident arrête de s'alarmer et de faire tout cela. Et nous attendons à ce que nous puissions parler correctement, mais si vous pensez que tout le monde va se cacher et ne pas réagir de notre côté, non, vous devez vous rappeler notre histoire. Nous n'avons jamais conclu aucun accord sous pression. Voilà la réponse de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, à Darius Rochebin pour TF1 et LCI lors de cette conférence de presse avec plusieurs journalistes, notamment de l'étranger, mais principalement des journalistes russes. Alors, deux choses à retenir de ce qu'a dit Sergueï Lavrov à l'instant. Il nous a expliqué, informé de cet entretien téléphonique en ce moment entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, et il accuse l'Occident d'être celui qui agite la menace de l'arme nucléaire, Magali. Oui, alors cet entretien, pour l'instant, il n'est pas confirmé quand même du côté de l'Élysée. Mais c'est vrai qu'on a un discours très ambivalent. À la fois, il dit oui, la France peut servir, le président Macron peut servir de médiateur, mais en même temps, on le sent très remonté dans ses déclarations contre les Français, contre Emmanuel Macron qui affirme qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, alors que vous savez que ça, c'est là vraiment la propagande du régime russe. Donc, il fait comprendre que non, ça, il va falloir qu'il revienne là-dessus. Il a eu des propos aussi très durs contre Jean-Yves Le Drian, qui, d'après lui, est le premier à avoir parlé de l'arme nucléaire, de la possibilité d'une arme nucléaire. Il a même dit un peu plus tôt, le coq est l'emblème de la France, attention à ce que les Français ne montent pas trop sur leurs ergots. Voilà ce qu'il a dit également. On sent bien qu'il essaye de renverser le problème du nucléaire. C'est bien Vladimir Poutine qui, le premier, met en alerte ses forces de dissuasion ce week-end. Lavrov, qui lui-même, hier, menace clairement l'Occident d'une troisième guerre mondiale nucléaire et destructrice. Et aujourd'hui, en fait, il dit que non,
tout le monde sait qu'il ne faut pas qu'il y ait cette troisième guerre mondiale, mais il accuse les Occidentaux d'agiter cette menace nucléaire. C'est toujours cette même idée russe qu'ils ne sont pas les agresseurs, que ce sont eux les agressés. C'est vraiment ça, une fois encore, que Sergueï Lavrov, inamovible ministre des Affaires étrangères depuis presque 20 ans, essaye de faire passer à la presse occidentale qui lui pose ces questions en ce moment même. Merci, merci Magali pour ce point très clair, parce qu'on a besoin de décryptage de la communication de Sergueï Lavrov. Accueillons sur ce plateau le général Jean-Claude Allard. Merci d'être avec nous, directeur de recherche à l'ERIS. Anne Genté, bonjour, députée La République En Marche des Français établis hors de France et membre du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI est toujours avec nous. Et Jade Partouche qui va nous montrer dans quelques minutes les dernières images du conflit, car sur le terrain, les combats continuent et s'intensifient. Comment vous interprétez les propos du ministre des Affaires étrangères russe, Anne Genté? Je crois qu'il est important de revenir aux propos déjà du président de la République hier, qui a été très clair. Il a clairement dit la Russie est l'agresseur. Je crois qu'il faut revenir à cela. Et la situation que nous observons aujourd'hui, ne nous trompons pas, plusieurs personnes l'ont dit, nous sommes bien dans un conflit également de communication. Donc je crois que les propos de M. Lavrov, qui est fidèle à lui-même depuis toujours, et fidèle d'ailleurs de M. Poutine, confirment cette guerre de communication, on est bien uniquement sur la communication, j'utilise le mot guerre uniquement pour la communication. Oui, on sait qu'il y a la désinformation dans l'environnement russe, puisqu'il y a même une autorité de régulation qui interdit l'emploi de certains mots. Je crois qu'il faut, nous, Français, en rester au fait que nous avons là une guerre de M. Poutine, qui en est le seul responsable, qu'il y a aujourd'hui en Russie des Russes qui expriment leur désapprobation vis-à-vis de ce conflit et que c'est uniquement du côté de M. Poutine que se trouve le problème. Il y a des mots qui ont été lancés, qui ont été jetés en pâture, à la fois, ne l'oublions pas, du côté de M. Poutine, du côté de M. Lavrov, et parfois quelques imprécisions chez nous qui ont été corrigées par la suite. Nous ne sommes pas, et le président l'a dit, je veux vraiment insister là-dessus, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, ni nous, ni aucun pays européen, ni l'OTAN. Qu'est-ce que vous comprenez, général, de ce qui se joue ce matin, les négociations qui sont censées reprendre ce matin entre la délégation russe et la délégation ukrainienne au sud du Bélarus, et puis c'est cette déclaration de Sergueï Lavrov qui nous dit le président Macron, il parle avec Vladimir Poutine. Le fil des discussions n'est pas rompu. Je reprends, parce que c'est l'évidence, les propos de madame, et je me range derrière l'analyse du président. Ce sont bien les Russes les agresseurs. Nous ne sommes pas en guerre contre les Russes, mais nous soutenons l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Et c'est ça qu'il faut aussi, je pense, rappeler à nos concitoyens. Notre position de la France. Ensuite, il a rajouté un codicile qui est contrairement à ce que certains écrivent. Bon, je veux dire par là qu'il a bien compris et il nous met en garde contre la dimension de l'action psychologique qu'il y a dans toute guerre, sachant qu'on n'est pas en guerre contre eux, mais qu'eux développent. Et donc, il faut effectivement être prudent dans les commentaires. Monsieur Lavrov développe un certain nombre d'arguments. Je ne pense pas utile d'avoir à les réfuter un par un. Nous campons sur notre position de soutien, de dénonciation de l'attaque, et nous devons travailler sur les voies les meilleures pour sortir de cette crise. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette déclaration quand il dit ce n'est pas nous qui agitons la menace de l'arme nucléaire, c'est l'Occident. C'est pour l'opinion publique russe qu'il dit ça? Alors, ensuite, lui, tout son discours est bâti un peu pour convaincre ce que faire de la désinformation en Occident, mais surtout souder les Russes derrière lui et leur dire attention, maintenant, on en est à la phase où, attention, maintenant, l'Occident nous menace d'une guerre nucléaire, regardez comment c'est, serrons les rangs, etc. Donc, il inverse la proposition, et je vous dis, c'est dans les dimensions d'une guerre psychologique, un cheminement normal, et le pire dans ce genre de dimension,
président, c'est de trop polémiquer sur tous les termes. Et donc, finalement, si on essaie de réfuter des termes, ça veut dire qu'au fond, on veut. Moi, je voudrais rajouter une chose qui est importante, ce que j'ai retenu moi. Alors, bien sûr, M. Lavrov, il n'entend pas la même chose. Et moi, j'ai retenu une deuxième chose dans le discours du président, c'est qu'il a utilisé un mot qui est le mot de revanche. Et pour moi, c'est très important et ça englobe bien la vision que j'avais de cette vision de la Russie depuis les années au moins 2008. Je voulais par exemple citer le 23 février 2008, dans une conférence de presse avec Angela Merkel, le président Poutine dit mais parce qu'il y avait eu des manifestations à Belgrade contre l'annexion du Kosovo, pas l'annexion, pardon, la déclaration d'indépendance du Kosovo, etc., etc., donc des Slaves qui protestaient contre l'Occident. Et il dit, mais si pour arriver à faire valoir nos vues, il faut employer la force, et je veux dire la force militaire, on le fera, donc 2008. Et on voit que depuis 2008, les Russes, et notamment Poutine, cumulent et sont comme un ressort que l'on compresse. Donc aujourd'hui, le ressort, il commence à se détendre. On voit bien qu'il se détend dans une direction qui est l'usage de la force, parce qu'il n'a plus rien d'autre. Son économie commence à battre de l'aile, etc. Et c'est l'Ukraine qui en paie on parle souvent de bouc émissaire. On est parti de... Poutine n'arrive pas à être l'alter ego des États-Unis. Il l'a bien compris, il descend, il se compresse comme un ressort et il attaque l'Ukraine avec un discours qu'il commence à développer sur c'est la grande nation russe, c'est ci, c'est ça, c'est le reste. Mais la question, c'est jusqu'où veut-il aller? Donc, est-ce que, quand il dit ce n'est pas nous qui agitons la menace nucléaire, est-ce que c'est une manière de rétro-pédaler? Comment vous l'interprétez, Magali? Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette conférence de presse, elle est vraiment à destination de la presse étrangère. Moi, j'ai regardé ce qui a arrivé avant la question de Darius Rochebin, qui a posé une question pour LCI. C'est des journalistes de CNN, des journalistes britanniques qui l'interrogeaient sur la stratégie russe et ce qui se passait sur le terrain. Et on voit qu'il reprend toute la propagande russe qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui sur le territoire russe et il fait le procès de l'OTAN. Il redit les intérêts de la Russie n'ont jamais été respectés. Quand on dit que l'OTAN est une alliance défensive, c'est faux. Il a vraiment repris tous ces axes que l'on voit bien à l'œuvre depuis plusieurs jours. Il continue d'accuser le gouvernement ukrainien de persécuter les russophones d'Ukraine, de vouloir interdire la langue russe. Il martèle toujours ces mêmes thèmes en disant, en effet, ce ne sont pas les Russes les agresseurs. Moi, j'ai trouvé vraiment un ton assez dur contre la France. Alors certes, il dit que Vladimir Poutine parle à Emmanuel Macron, mais en même temps, le ton est très dur sur Jean-Yves Le Drian, qui est accusé d'avoir parlé le premier de nucléaire, ce qui est quand même un comble. Et puis vous avez vu que les consignes maintenant du ministère des Affaires étrangères du Quai d'Orsay étaient pour les ressortissants français de s'organiser pour quitter la Russie, et on leur donne même sur le site du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui des solutions pour quitter la Russie, pour leur dire quelles sont les liaisons aériennes qui leur permettent de partir, parce qu'il n'y a plus d'avions français. Oui, juste pour compléter. Allez-y, Anne Genté. Parce que je suis en contact avec les Français de Russie, parce que la Russie est aussi dans ma circonscription, comme l'Ukraine. Voilà, juste dire qu'en ce qui se passe surtout, ce sont les Français, il est bien dit, qui n'ont pas d'obligation de rester sur le territoire. Voilà, il faut juste rester très calme par rapport à ça. Aujourd'hui, les sanctions ont un effet immédiat. Beaucoup de nos Français, parce que la Russie était sous sanctions, avaient des difficultés à percevoir leurs revenus. Donc la vie quotidienne, du fait des sanctions, devenait très compliquée. Donc le message est surtout pour dire, écoutez, là on sait qu'il y a des sanctions en cours, peut-être des contre-sanctions, la sortie du territoire risque de devenir compliquée, votre vie quotidienne aussi. Si vous n'avez pas d'obligation de rester, envisagez de quitter, voilà le moyen de quitter le territoire. Mais je crois qu'il faut le prendre sous cet angle-là, de manière très posée et pas plus que ça. Voilà, vous voulez rassurer les Français, parce que cette consigne peut apparaître comme étant inquiétante quand on voit
voit l'état de tension entre la France et la Russie. Frédéric Delpech. Non, c'était juste pour ajouter à ce que disait Magali. On a une dépêche qui est tombée disant justement à propos de l'interview du ministre des Affaires étrangères russe qu'il a dit clairement, dans cette conférence de presse, qu'il avait des informations comme quoi eh bien, des plans d'une guerre réelle contre Moscou sont en train d'être élaborés par l'Occident. Enfin, il ne donne pas plus de précision. Donc, c'est effectivement une façon de faire monter un peu la pression et de tenter visiblement de la part des Russes de rejeter toute forme d'agression sur le camp occidental. C'est la ligne de défense, en tout cas évoquée ce matin par le ministre des Affaires étrangères russe, effectivement, qui renvoie la responsabilité à l'Occident d'avoir utilisé le terme de guerre nucléaire et qui même accuse visiblement l'Occident de préparer des plans d'une guerre contre la Russie, ce qui est bien évidemment faux. Et qui, entre les lignes, accuse peut-être la France de jouer double jeu, parce qu'il nous dit Vladimir Poutine et Emmanuel Macron discutent, mais c'est vous qui agitez la menace nucléaire en même temps. Je crois qu'il faut rester très calme, comme il a été dit, ne pas reprendre un par un tous les points qu'il a évoqués. Il y a clairement de la provocation, ça n'est pas la première fois. Restons calmes. Voilà, pour le moment, nous n'avons pas d'emballement à avoir. Le président de la République, et je crois qu'il le souligne d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a repris plusieurs fois un vocabulaire assez intéressant s'agissant du président de la République, le parlant d'allié à un moment, même si dans la même phrase, ensuite, il le met en contradiction avec ça. Donc, on voit qu'il reste une main tendue vers le président de la République, avec possiblement à confirmer cet appel, en tout cas ce contact entre le président de la République et M. Poutine, qui est indispensable. Nous restons, nous, dans une démarche d'initiative diplomatique, d'initiative de dialogue, de discussion. On n'en est pas encore à la négociation, je laisse ça aux Ukrainiens et aux Russes. Voilà, nous avons ce rôle à jouer et clairement le président Macron est intégré dans le dispositif, en tout cas évoqué par M. Lavrov tout à l'heure, et c'est important de le souligner. Mais restons calmes. Est-ce que le dialogue est possible avec Vladimir Poutine? Alors on ne sait pas la teneur des discussions entre le président russe et le président français. Quand on voit que l'offensive russe, elle se poursuit, elle s'intensifie ces dernières heures. On a vu Kiev bombardé la nuit dernière, on a vu qu'ils avaient pris Kherson, une grande ville du Sud, qu'ils sont prêts à s'attaquer à Mariupol, à Odessa. Finalement, ce n'est pas lui qui joue le double jeu, Vladimir Poutine? Non, mais que la négociation continue en même temps que la guerre sur le terrain, c'est assez... Ce sont les règles du jeu? Ce sont les règles du jeu, parce qu'il faut, pour chaque camp, essayer d'arriver au maximum en position de force pour négocier autour de la table. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande, vu ce qui se passe sur le terrain, comment au moins un cessez-le-feu pourrait être obtenu, parce que c'est bien ça maintenant qu'on va essayer d'obtenir. Je rappelle que du côté de l'Élysée, pour le moment, on ne confirme pas ce coup de téléphone avec Vladimir Poutine, en tous les cas, pour le moment. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai qu'il y a un discours qui est très ambivalent, parce qu'à la fois, il tape sur la France, mais en même temps, on sent bien que la main est toujours tendue en direction d'Emmanuel Macron, qui, dans cette conférence de presse de Sergueï Lavrov, est l'un des seuls dirigeants qui ait été évoqué. Donc, on sent bien que s'il y a un canal de discussion, même très, très ténu, c'est avec la France, c'est avec le président Macron. Mais on voyait un Sergueï Lavrov qui voulait véritablement réagir aussi aux propos tenus hier par le président français à 20h. Général. Oui, alors une vision de stratégie. Il y a dans une... Bon, encore une fois, nous ne sommes pas en guerre contre eux, mais nous essayons de résoudre un problème de guerre. Il y a une ligne d'action psychologique, c'est ce qu'utilise la Russie. Et il y a une ligne d'action diplomatique, à mon sens, elles sont antinomiques. Nous devons nous placer sur la ligne d'action diplomatique. Et c'est ce que nous a dit le président hier. Et ne pas argumenter, contre-réfuter tout ce que se passe sur la ligne d'action psychologique, vous voyez.